Il y a trois sortes d'hommes. Les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Désormais, il y a ceux qui vont sur la mer pour voler. Voler, l'éternel rêve de l'homme. Depuis quelques années, on assiste à une véritable révolution. Des fous volants peuplent les ports bretons, zèbrent les plans d'eau et finissent par marcher sur l'eau. Comme des avions sans ailes, ces oiseaux de carbone s'envolent tous, les uns après les autres. Dernièrement, un mythe est déjà tombé. L'homme a passé la barre des 100 km/h à la voile. Il peut continuer à regarder le ciel et les étoiles avec envie. Il s'en approche de plus en plus. Dans le sud Finistère, Erwan Tabarly et Thierry Chabani ont rendez-vous entre ciel et mer. Figariste aguerri et skipper de course au large, ils pratiquent le kitesurf depuis une quinzaine d'années. Et depuis 3 ans, selon les conditions de vent et de mer, ils volent sur un engin bien singulier, un kite à foil. On en fait régulièrement l'hiver notamment, parce qu'on navigue un petit peu moins en bateau. Et quand il n'y a pas beaucoup de vent, on fait surtout du foil comme aujourd'hui. Puis quand les tempêtes sont là et que le vent de sud-ouest est assez fort, on va surtout faire du kite mais avec un surf dans les vagues. Quelques petits champs de patates avec des cailloux, notamment entre la perche là et la pointe, il faudra faire gaffe. Je te dirai à un moment donné. Je te laisse passer devant pour les cailloux, quoi. Ici on est plusieurs fouenants, moi j'habite plus à Névé. Et du coup, souvent, je me mets à l'eau vers la pointe de Trévignon et on se bip juste avant et on se donne un rendez-vous au milieu. Et en fait, à mi-chemin, c'est la baie de Concarneau, c'est la baie de Port-la-Forêt. Et du coup, on navigue 1 heure ensemble dans la baie et après, chacun repart de son côté. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est faisable en foil parce qu'on couvre des distances rapidement et du coup, on peut se donner rendez-vous comme ça et repartir chacun de son côté. Alors qu'en kite traditionnel, c'est vrai qu'on souvent on est sur un spot et on reste toujours à jouer dans les vagues près du bord. Là, c'est vraiment un engin qui nous permet de voyager, quoi. C'est pas chaud. C'est bon, on a tout l'équipement là, donc on va pouvoir aller naviguer. Le kite à foil permet de naviguer au large, de remonter au vent, de faire du près, du largue et du portant. Le champ des possibles est vaste, les distances parcourues beaucoup plus grandes qu'avec un kitesurf classique. L'engin permet de doubler la vitesse du vent. Avec une quinzaine de nœuds établis aujourd'hui, le duo peut légitimement espérer battre son record de vitesse, 29 nœuds jusqu'à présent. La barre des 30 n'est plus très loin. Le plaisir à portée de main, assurément. Les débuts en foil sont assez difficiles, il y a tout un apprentissage à faire de voler. Parce que là on se retrouve en 3 dimensions, il y a la notion de la hauteur qui joue aussi. La difficulté même c'est de tourner la tête puisqu'on perd cette visualisation de la hauteur. Ouais, donc une fois qu'on a passé ces débuts un petit peu laborieux, c'est vraiment du plaisir. Il n'y a pas de bruit, on n'a pas de frottement, c'est de la glisse et puis c'est des sensations très agréables. Tu es au-dessus de l'eau, comme un avion. La sensation, c'est un peu comme si tu avais 2 aimants qui s'opposaient. Tu as l'impression que tu ne peux pas les appuyer ensemble, mais tu as cette sensation d'être en appui sur quelque chose d'un peu mou, mais qui te tient quand même et sur lequel tu peux avoir de vrais appuis et aller à des vitesses impressionnantes. Et ça, c'est vraiment génial. Quand on a pris le vol, on ne retombe plus. On arrive à rester en vol pendant plusieurs dizaines de minutes sans problème. 26 nœuds 3, bon, c'est
Pour une session hivernale, dans des conditions pas faciles, c'est correct. Quand tu es derrière l'autre, faut bien imaginer que si le mec se plante devant toi, tu n'auras pas le temps de l'éviter. Donc vaut mieux se décaler un petit peu sous le vent ou au vent. Tu peux le découper en deux. Donc on a fait quand même assez gaffe. Quand on est proche l'un de l'autre, on n'attaque pas. On a tout le plaisir d'attaquer quand on est un peu espacé. Ça a vite fait de se rentrer dedans, sinon quand même. À l'image d'Éric Tabarly, Erwan est un curieux de nature, une sorte de touche-à-tout. C'est peut-être dans les gènes. Il y a 5 ans, il était d'ailleurs l'un des premiers skippers à tester le foil sur un kite, comme un clin d'œil à son illustre oncle. Eric était le premier à mettre des foils sur un bateau. C'est toujours impressionnant de voir qu'il y a 30 ans, enfin peut-être bien, une trentaine d'années, et bien déjà on essayait de faire voler les bateaux. Ça c'est ça qui est impressionnant. Un kitesurf à foil, c'est magique. Il y a peut-être 5 ou 10 cm qui portent dans l'eau et tout le reste est aérien, quoi. Et on atteint des vitesses de 30 nœuds et plus. On a dépassé les 100 km sur l'eau, quoi. Mais avec presque rien dans l'eau, quoi. Dominique Bourgeois est journaliste dans le monde du large. À arpenter les pontons de France et de Navarre, son expérience est devenue une expertise dans le milieu de la course. À Lorient, où les murs ont de la mémoire, il se souvient de ces années un peu foil. Cela va des voiliers transocéaniques comme le trimaran d'Alain Gabet à des engins plus modestes nés de l'imagination de bricoleurs doués. Didier Coste, constructeur de l'exoplane, n'a résolu que la première partie de l'équation. Son engin, vous allez le voir, flotte mais ne glisse pas suffisamment. Mon bateau n'est pas équilibré. Non, ça ne marche pas cette année. Ça ne marche pas cette année. Il y a eu beaucoup de géotrouve-tout dans ces rendez-vous à Weymouth. Il y a eu la semaine de vitesse de Brest aussi dans les années 70-80. Il y avait des engins un peu partout. Qu'est-ce qui a réellement après donné ces lettres de noblesse au foil? C'est la volonté d'Éric Tabarly de passer à des foils qui soient efficaces, non plus sur 500 mètres, mais sur l'océan. Tabarly, le père de la voile hauturière française. La saga des Penduic, l'innovation dans le sang, ses victoires, la course au large d'aujourd'hui lui doit beaucoup. Tabarly était un marin hors norme, amoureux des bateaux, un visionnaire tout simplement. Éric Tabarly, vous allez voir, prépare lui aussi sa rentrée et il a présenté la maquette de son nouveau trimaran. La maquette ressemble d'assez loin au bateau définitif. Mais l'essentiel peut être testé, à savoir un système de 3 patins, 3 hydrofoils, qui permettront au trimaran de se hisser au-dessus des flots. Par des vents très faibles, Éric Tabarly a réussi hier à provoquer le décollage de son engin. Il a pris une coque de Tornado, il en a fait une coque centrale, il a mis un bras avec 2 tout petits flotteurs et des foils. Le foil fixe, hein, vraiment c'était fixe. Et il a fait des essais, puis ça a marché. Donc il s'est dit, on va pouvoir développer ça. Puis c'est surtout aussi sa rencontre avec un ingénieur de chez Dassault, je crois, d'où le concept du Paul Ricard. À l'époque, ces plans porteurs sont une révolution. Mis à l'eau en 79 à Cherbourg, le trimaran va mettre un frein aux idées reçues et s'approprier un record vieux comme le monde un an plus tard. Seules les vedettes les plus puissantes arrivent à suivre le grand multicoque. Manifestement, Éric Tabarly est pressé de toucher terre. Tout ce qui peut flotter vient regarder et photographier le vainqueur de Charlie Barr sous le nez. Avec Paul Ricard, Tabarly a vraiment redonné ses lettres de noblesse au foil qui restait, en tout cas en voile, très confidentiel. Difficile que la traversée de l'Atlantique. Question-réponse. Mais à l'époque, les techniques de construction, c'était encore essentiellement sur de l'aluminium. Et donc ça faisait des bateaux lourds. Or, plus c'est lourd, plus c'est difficile à faire sortir ce poids de l'eau.
Et tous les systèmes pour les relever étaient aussi très lourds. Donc on est arrivé à un cercle vicieux où on essaye d'alléger le bateau tout en rajoutant du poids. Donc ça fonctionnait, mais c'était pas réellement concluant. En 1975, un nouveau concept germe dans l'esprit d'Éric. Une équipe d'ingénieurs, d'avionneurs et de marins réussit alors à le convaincre de la viabilité d'un projet. L'hydroptère est une évolution de Paul Ricard, le foiler d'Éric Tabary. Donc Éric Tabary n'a pas pu s'en occuper directement, il a confié ça, il a donné sa caution à Alain Thébault. Mais l'accouchement est difficile. Une dizaine d'années de recherche et en 1994, le rêve d'Éric se concrétisera des années plus tard grâce à un jeune marin qui a repris le flambeau. Bienvenue à bord de l'hydroptère, Monsieur Tabarly. En fait, on se trouve là, on est à 24 nœuds, on ne se rend pas compte du tout de la vitesse. Non, on ne voit pas du tout la vitesse. Quoi? La vitesse, on ne la voit pas du tout. Là, tu peux abattre un chouille. Ouais, mais c'est une drôle de machine, en fait. des années plus tard, l'hydroptère sera bien le premier bateau à franchir les 50 nœuds. C'est un bateau qui est destiné au large. Et là, cette incursion dans les très hautes vitesses, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et là, c'était extraordinaire. Des pointes au-dessus de 100 km/h, on a une pointe à 102 km/h. Donc le record absolu de vitesse à la voile est désormais le nôtre. C'est vraiment une œuvre collective fantastique. Un projet qui lie l'aérien et le maritime. Pour moi, c'est 100 ans en arrière. On est passé des dirigeables aux aéronefs. Et sur l'eau à la voile, il s'agissait de même transition aujourd'hui. Les bateaux flottent et désormais ils voleront. Mais trop tard, beaucoup trop tard. Il tarde tellement à concrétiser les espoirs placés en lui que d'autres en profitent pour lui voler la vedette. Les trimarans Orma font leur apparition en 1996 et phagocytent l'attention des marins. Le bateau est sur un flotteur, c'est spectaculaire. Les vitesses atteintes là sont autour de 25-27 nœuds. Ça accélère très fortement. Ah, ça scotche. Hein. Les architectes ils se sont aperçus que en augmentant la courbe et en modifiant les profils, eh ben, on avait encore plus de portance, donc on soulageait encore plus les bateaux. En particulier avec les Orma pour les grands prix. Ça déroule. Sur Banque Covefi, avec un mât qui Eux ont boosté cette affaire plus rapidement que le concept de l'hydroptère qui date de 84 et qui a réellement réussi à claquer des records qu'en 2010 par là, quoi, presque 30 ans après. C'était une bonne idée au départ, qui est devenue dépassée vu l'évolution parallèle qu'il y a eu. Spectaculaire mais dangereux. Bourré d'innovations, des dérives plus grandes, des mâts basculants, c'est l'époque du toujours plus vite et de la démesure. Les foils font leur apparition sur ces petites mobylettes ultra nerveuses et permettent de faire un bond en termes de vitesse. Les trimarans de 60 pieds passent de 20 à 30 nœuds. Le bateau va plus vite. Mais on n'est pas encore au vol. De grande évolution, c'est avec la Coupe de l'América, à partir du moment où ils ont accepté les multicoques. Et là, on est passé à un autre type de foil qui permet le vol réel. Ils arrivaient à voler réellement, mais ils n'arrivaient pas à être stables dans le vol. Et la grosse transformation qui a permis le vol stable, c'était de pouvoir que le barreur puisse régler l'incidence du foil, c'est-à-dire son angulation de pénétration dans l'eau. Et à partir de ce moment-là, quand ils ont trouvé le système, de pouvoir modifier l'incidence en navigation, le vol est devenu stable et c'est devenu une pratique courante dans toute la voile maintenant. Hein. On a quasiment doublé les vitesses en à peine 30 ans, hein. C'est énorme. La 34e Coupe de l'América ouvre une porte. Désormais, les teams de course au large ont un rêve accessible, voler sur des bateaux océaniques.
Depuis sa première mise à l'eau en 2011, ce trimaran a connu de nombreuses transformations. 3 ans plus tard, l'ancien mode 70 est devenu un véritable laboratoire d'essai. Maintenant, on est rentré au début d'une nouvelle ère. Et la Coupe d'Amérique nous montrait que des bateaux pouvaient voler de façon stable sur une longue durée. Nous, Gitana, on est les premiers quelque part à essayer ça sur un bateau de course au large et je pense que c'est que le début. Le Gitana Team s'est rapproché de Guillaume Verdier, l'architecte français à l'origine des premiers vols de Team New Zealand. La première phase du projet met l'accent sur les safrans en T, des appendices bien singuliers pour un grand multicoque océanique. On va s'affranchir de l'eau et ça c'est très excitant. On se laisse rêver à pouvoir atteindre des 35-40 nœuds avec un bateau de 70 pieds, choses qui sont très rarement, des vitesses qui sont très rarement atteignables. Quand la mer est plate, on peut dire qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de suspension. Quand la mer est agitée, il faut arriver à réguler ces différences d'assiettes et faire que les foils ne décrochent pas. Il faut que le bateau finalement arrive à suivre l'état de la mer. Et c'est ça aujourd'hui qui n'est pas au point dans le fait de faire voler les bateaux à course au large. Et nous, on espère naviguer en vol et que le bateau puisse avancer rapidement et sereinement sur une mer assez formée. La bloc derrière. Regardez le bouillon. 10 nœuds de vent sous le soleil, mer plate, les conditions sont optimales pour cette première sortie. Une session de test et de mise au point du nouveau safran en T. C'est le premier vol d'un pilote d'essai, quoi. On y amène une sacrée nouveauté, chose qui s'était jamais fait dans la course au large. Donc ça va demander du temps de mise au point et on redémarre quelque part, pas à zéro, mais presque. Donc toute la matière grise et toutes les forces en présence vont travailler sur ce dossier-là toute l'année. Situés vers le milieu des flotteurs, les foils ont tendance à faire cabrer les bateaux. Le but de tous ces appendices est de jouer sur l'assiette horizontale du multicoque. Ça va permettre de remettre le bateau un petit peu dans ses lignes. Donc là, on va essayer de redresser un petit peu de ce bateau qui navigue un petit peu plus à l'horizontale, ce qui va permettre de stabiliser le tangage. Donc le tangage va être énormément réduit, ce qui va nous amener une vitesse moyenne supérieure. Novice sur multicoque avant de prendre la barre de son trimaran de 70 pieds, 5 ans plus tard, Sébastien Josse s'est mis en tête de réussir à dompter une libellule de carbone. 3,20 m de connaissances à revisiter, il s'agit pour le skipper de ne pas se brûler les ailes en voulant aller trop vite. Alors ce bateau, ça s'appelle un motafoil. Donc c'est un bateau qui fait 2,35 m de long, qui a la particularité d'avoir des ailes, comme on peut le voir, et puis des plans porteurs, donc des foils. Donc c'est un bateau qui navigue très peu sur sa coque, mais qui va naviguer sustenté par ses foils et qui navigue à peu près 1 mètre au-dessus de l'eau. Je me suis lancé là-dedans en 2005, c'était le début de cette série. On navigue voilà, 1 mètre au-dessus de l'eau, il n'y a plus un bruit, il n'y a plus de friction, l'eau nous ralentit très peu. Donc c'est des bateaux qui sont exceptionnels pour ça et ça faisait longtemps que j'avais envie d'y revenir et on voit aujourd'hui que l'avenir en tout cas des bateaux à voile va passer justement par ce genre d'appendice. Ce bateau-là, il vole littéralement sur l'eau. Donc les sensations, elles sont vraiment différentes. Elles sont quasi à l'opposé de tout ce qu'on apprend en école de voile. Il faut naviguer à la contre-gîte, il ne faut pas se reculer quand le bateau accélère. La moindre petite erreur de barre, en tout cas le toucher de barre, il est d'une finesse
exceptionnel. On trouve ça sur aucun autre bateau à voile aujourd'hui. Donc il faut se réhabituer à être entre guillemets moins brut quand on navigue. Déjà sur un multicoque, il faut faire très attention, mais là il faut essayer de trouver les sensations qui sont infiniment petites. On déplace son bras, sa jambe, on se met un petit peu trop en arrière et hop, on dessale. La révolution est en marche. Mais en attendant de voler sur les grands oiseaux de carbone, naviguer sur ces 3,20 m permet à Sébastien Josse d'appréhender les différentes problématiques des plans porteurs à taille réduite. Donc là, on a exactement le safran Gitana 15 en miniature, avec un safran en T, avec son petit volet qui permet de réguler l'altitude du bateau, à quelle hauteur et quelle poussée on a envie pour avancer. Donc on peut voir que le volet, il a 8 degrés d'incidence, dans un sens comme de l'autre, en positif ou en négatif. Et c'est quasi la maquette des nouveaux safrans Gitana 15. On va dire on est à la version 0 de ce genre de système. Donc sur les petits bateaux, les petits dériveurs, c'est relativement abouti. Après sur un bateau de la taille de Gitana 15, un bateau de 23 mètres, c'est un peu une première. Donc on y va, on tâtonne, il y aura certainement beaucoup de mise au point. Et j'espère que vous avez passé un beau week-end. Allez, il reste la modification de l'échelle. Remonter la colonne du 11. Elle est démontée, elle est nettoyée? Non, elle n'est pas nettoyée. Et là, il y a un angle à 90 là, pour le mettre dans le taquet, où on est en direct. Dessus. T'as mis sur une sangle? Ouais. Il va faire une forme un peu comme ça. Un oméga. Ouais. Voilà, un oméga. Pour parfaire son apprentissage du vol, le Gitana Team a acquis en 2015 un catamaran volant de 32 pieds, moitié moins que le trimaran de 23 mètres. Au début, on a l'impression d'avoir un savoir ou un feeling qu'on applique directement sur ce bateau-là en se disant c'est un bateau à voile avec 2 coques. Et puis il faut oublier tous ces réflexes qui sont ancrés en nous depuis des dizaines d'années, où on travaille tous les jours à les assimiler pour en apprendre de nouveaux. Donc voilà, le fait d'être agressif à la barre, c'est des choses qu'on ne se permet pas de faire sur un bateau traditionnel parce que c'est un coup de frein, c'est passer de 30 nœuds à 0 nœuds parce que justement on n'a pas su garder la portance sur cet appendice. On appelle ça faire pomper, ça permet de faire accélérer le bateau en mettant un coup de barre assez agressif. D'un coup on va pouvoir faire accrocher ce profil qui fonctionnait pas forcément très bien parce qu'on allait tout droit. Donc faut l'apprendre. Alors on a toujours nos vieux réflexes qui reviennent et puis qui viennent contrarier les nouveaux. Donc jusqu'à temps qu'on puisse vraiment switcher d'un mode à l'autre. Mais pour l'instant on est dans cette phase d'apprentissage. À bord, la partition semble parfaite. C'est la mélodie du bonheur. C'est le bruit des appendices, des foils. Alors on a ça sur nos gros trimarans aussi. Mais comme les appendices sont très très fins au niveau du bord de fuite, et ça chante. Et selon la note, si c'est une note plus aiguë, on sent qu'on va plus vite. Quand c'est une note un peu grave, on sent qu'on peut accélérer encore. Voilà, on a un repère numérique pour la vitesse, mais aussi sonore avec l'oreille. Là, j'ai l'impression que ce matin, on arrivait, même une fois que tu t'es arraché de l'eau, tu arrives à voler avec moins de vent que ce qu'il te faudrait pour te décoller. Oui, oui. Et comme ça, tu arrives comme un motte. Bah là, les conditions, voilà, c'est moins de 50 cm de houle, 12-13 nœuds de vent. Et on arrive à faire des pointes à 23, 25 nœuds, tout à l'heure même 29 nœuds, mais il devait y avoir un petit peu plus de vent. Donc dès que le bateau se sustente, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite à l'accélération. C'est vraiment le petit nœud supplémentaire de vent va nous faire gagner 3 nœuds de vitesse de bateau. Le bateau, ça fait 3 semaines qu'on l'a, donc aujourd'hui on est plus dans la découverte et puis aussi dans la mise au point, parce que c'est un bateau, c'est toujours long de faire qu'il marche vraiment à la perfection.
Donc on enchaîne les navigations pour apprendre cette synchronisation et ce toucher de barre. Et puis pour pouvoir le transposer au futur Gitana 15 qui va être équipé des mêmes appendices que ce bateau-là. Donc la conduite qu'on va apprendre sur ce bateau-là va pouvoir être transposée sur Gitana 15. On continue à avancer comme ça, on est nickel les gars. C'est propre. Réussir à faire voler un bateau de 8 tonnes n'est pas une mince affaire. Les recherches et le développement ont été optimisés à l'extrême. Depuis 2015, le trimaran est équipé d'appendices de dernière génération qui le démarquent de la concurrence. Le Gitana Team est en passe de relever le rêve d'Icare. Alors voler 20 cm au-dessus de l'eau, nous, ça nous convient comme vol. Notre terrain de jeu, c'est traverser l'Atlantique avec le golfe de Gascogne, des dépressions, 5 mètres de houle et de temps en temps de la mer plate et 20 nœuds de vent. Donc ce qu'on veut, c'est quand même un bateau passe-partout, 4x4, marin. Faut voler, mais pas tout le temps. Celui qui trouvera la bonne alchimie entre le bateau archimédien et le bateau qui vole en toute sécurité, c'est celui qui aura juste. Pourtant, à bien y regarder, le spectacle est au rendez-vous lors de cette sortie. Au large de Groix, Gitana 15 s'envoie en l'air comme jamais. Sur la place de la course au large, on n'est pas beaucoup à pouvoir se targuer de naviguer sur des bateaux volants aujourd'hui. Le GC32, le MOT, peut-être Gitana 15. Donc c'est en train de se démocratiser, mais ça va mettre du temps. Et en tout cas, au sein du Gitana Team, on a un petit coup d'avance. On a un coup d'avance sur ce que va être le futur de la course au large. Si Gitana 15 ne vole pas à proprement parler, l'équipe est en passe de réunir tous les ingrédients pour prendre les airs sur son futur maxi multicoque actuellement en construction. D'une manière générale, ces géants des mers sont taillés pour avaler les milles le plus rapidement possible. Massif a par exemple traversé l'Atlantique sur un seul foil lors de la dernière Transat Jacques Vabre. Les records autour du monde, les vitesses s'envolent, ce qui n'est pas encore le cas des multicoques du collectif Ultime. À l'heure actuelle, le collectif Ultime, eux, ils ont dit niet, pour l'instant, on ne peut pas modifier l'incidence des foils. Gitana, avec son projet de trimaran sur plan Guillaume Verdier, qui a grandement contribué au vol des bateaux de la Coupe, Gitana, il se dit, bon ben moi j'ai envie de voler, j'ai pas envie de rester toujours avec mon flotteur dans l'eau, quoi. Donc il n'est pas dans le collectif. Mais lui, il va développer un système qui va lui permettre justement de voler océanique. Donc oui, c'est une révolution, et puis ça va être assez difficile de passer justement en océanique d'un bateau sustenté à un bateau qui vole réellement pendant 80-90% du parcours autour du monde. Ça va être très étrange, et puis c'est assez stressant quand même. Le monde est leur terrain de jeu. Si la coupe a été un catalyseur pour les multicoques, les 60 pieds du Vendée Globe ne sont pas en reste. On entend tout et son contraire, des gens qui disent que ça ne marchera jamais, d'autres qui disent que c'est formidable. Et voilà, c'est intéressant, c'est le sujet qui fait causer. Vous ne pouvez pas passer à côté, en tout cas d'essayer. Après, on verra le résultat à la Transat Jacques Vabre. Voler toujours, mais cette fois sur une patte. C'est la dernière évolution qui anime les pontons. La moustache façon Dali est à la mode. Des appendices de dernière génération qui font partie de la garde-robe des IMOCA les plus récents. Pour aller vite, un bateau doit concilier légèreté et puissance, deux notions antinomiques associées grâce au foil. Guillaume Verdier, architecte naval bien connu, est l'une des têtes pensantes de cette innovation technologique. Extract.prt. Bon, ça marche, je te rappelle tout à l'heure. Merci beaucoup. Ciao.
On ne va pas faire du tout voler les bateaux comme on a pu voir sur la Coupe de l'Amérique, mais en tout cas on les aura soulagés. En tout cas le petit pas qu'on a fait là, c'est déjà de pousser quelques tonnes vers le haut, ce qui rend le bateau plus proche d'un dériveur du coup que d'un porte-lest comme on avait avant. Et on pousse vers le haut à l'extérieur du bateau, ce qui s'était déjà fait plein de fois, mais l'intérêt, ou en tout cas la nouveauté qu'on a amenée là, c'est qu'on se sert de cet appendice et pour pousser vers le haut et pour faire la force anti-dérive, ce qui ne se faisait pas avant. On a ici une dérive qui crée, on va dire, de la force verticale et puis de la force horizontale qui l'empêche de dériver. Voilà, on a une quille ici qui porte aussi très légèrement en verticale. Et ici un bulbe qui nous pousse vers le bas. Installer ces plans porteurs permet donc de créer de la puissance et d'alléger le bateau. Sustenté par ces foils, le monocoque navigue ainsi de manière plus aérienne. Avec moins de surface mouillée et donc de traînée, le gain en vitesse serait de 1 nœud sous certaines allures. C'est énorme, c'est énorme. Entre deux générations de bateaux, un bateau mauvais et un bateau bon, l'ordre de gain c'est 0,2 nœuds généralement. C'est 2/10 de nœud. Et si vous regardez la course autour du monde, souvent en 24 heures, ils ont réussi à creuser un écart de 4000, 5000. Et puis ça permet au bout de quelques jours de changer de système météo. Là, d'un coup, on pourra avoir des écarts qui seront supérieurs. On s'approche un peu d'un jeu qu'on peut observer en multicoque. C'est une stratégie qui sera un petit peu différente. Ça ouvre un peu des nouveaux horizons. Partant de ce constat-là, différents teams se lancent alors dans la course à l'armement. Après un an d'un travail d'orfèvre du carbone, le Safran de Morgan-la-Gravière ouvre la voie. 5 autres plans VPLP Verdier suivront, et pour chacun, il faut là aussi revoir ses fondamentaux. Je commencerai par une phrase qu'avait employée Loïc Perron il y a quelques temps. Les bateaux aujourd'hui, c'est un peu les avions d'hier, c'est-à-dire que les avions il y a quelques années, c'était des avions à cockpit ouvert, sans protection, des avions qui avançaient pas forcément très vite, où les pilotes étaient juste équipés de lunettes à l'ancienne. Et aujourd'hui, les avions, c'est des cockpits, c'est de l'aéro. Et les bateaux ont pris un petit peu la même direction quelques années après. Aujourd'hui, on voit que les IMOCA sont des bateaux aussi très protégés, très optimisés en aéro, et aussi très rapides, donc proches des vitesses presque d'avions légers. Un avion, ça se pilote aux sensations, c'est de la vitesse, c'est des compromis de montée entre de la vitesse et de la pente. C'est exactement ce qu'on fait sur un bateau quand on cherche à faire du près. Il y a la sensation de pilotage, les notions de glisse, et toutes ces choses-là sont des choses qui sont valables un petit peu pour les deux domaines, dans les deux domaines. Donc tout ça, c'est assez fabuleux, et je pense que c'est deux milieux qui ont beaucoup de choses à transposer de l'un vers l'autre, c'est sûr. Apprendre à piloter ces chimères peut prendre du temps, car c'est bien de cela dont il s'agit. L'aileron tranchant d'un requin de carbone associé au poids d'une baleine sous l'eau nécessite forcément des ajustements. La preuve, à bord de Gitana 16, le nouveau monocoque de l'écurie de Sébastien Josse. On voit le type dépasser derrière moi. C'est vraiment, plus le bateau va agiter, plus il va se mettre à l'horizontale. Là, il n'y a pas beaucoup de vent, donc il est encore assez vertical. Et ça permet de créer du lift en dynamique qui sert à contrer le moment de gîte du bateau et donc à faire que le bateau se mette plus à plat et aussi se lève un peu de l'étrave. Et ce qui permet vraiment d'alléger et de sustenter le bateau. Pour les 5 ou 6 bateaux équipés de foils, les premières navigations sont la promesse de vitesses très élevées sous certaines allures.
30 nœuds de vent établis, l'effet turbo des foils est bien visible. Mais le véritable révélateur n'aura lieu que lors de la Transat Jacques Vabre, quelques mois plus tard. Foil, pas foil, pour nous le débat il est clos pour le moment puisque on n'est pas foil, on est version pas foil. Parce que ces foils sont intéressants dans les... Voilà, c'est la première course qui est en hiver, donc là on va avoir une première réponse. En mer plate, ça a un potentiel qui est quand même meilleur que les bateaux dits traditionnels. Maintenant il va falloir valider tout ça en dynamique sur le vrai terrain de jeu qui est les océans. Les foils c'est l'avenir de toute façon de la voile en général. Quand on est comme nous et qu'on a un bateau d'ancienne génération qui va déjà vite, bon, il est urgent d'attendre et de tirer des conclusions au début de l'hiver. Après un départ mitigé, le monocoque à foil de Sébastien Josse mange la concurrence et refait son retard. Mais il est contraint à l'abandon, tout comme Morgan Lagravière, Alex Thompson et Jean-Pierre Dick. Au nez et à la barbe de tous les autres, c'est un monocoque sans moustache qui gagne la Transat. Banque Populaire est le seul IMOCA à foil à rallier l'arrivée, avec une seconde place à la clé. Ah bah là on les garde les foils. On est super contents. C'est sûr qu'il y a des moments où ça marche bien, d'autres c'est forcément moins à l'aise. Maintenant, PRB ça fait 5 ans qu'il navigue dessus, il connaît par cœur. Nous on a encore je pense une grosse marge de progression. On a quand même appris énormément de choses avec Arwan. Donc voilà, on sait qu'on a vu pas mal de choses à travailler cet hiver, l'hiver qui arrive pour le Vendée Globe l'année prochaine, pour être performant et je pense avec des foils. Ouais. Dans l'avenir, c'est probable que ça se passe avec des foils, mais les prochaines années, il y aura encore le jeu, encore à mon avis, entre les foilers et les classiques. Un résultat en demi-teinte qui laisse espérer des jours meilleurs. Jusqu'à présent, les foils étaient l'apanage d'une certaine élite. Aujourd'hui, certains, ici même en Bretagne, s'essaient à les démocratiser. Ce qui a fait le succès de la planche à voile dans les années 80, c'est que quand il y avait force 1 à 3, on voyait des centaines de planches à voile sur l'eau. Malheureusement, la pratique s'est orientée vers le vent soutenu. Avant, on allait faire de la planche à voile en famille. Maintenant, quand les gens vont faire de la planche à voile, il y a le sable qui vole sur la plage, c'est pas plaisant du tout. Et donc, avec des supports comme le foil, on retourne à la plage faire du windsurf les jours où il fait beau. C'est voler, c'est du pilotage. C'est comme si je prends les manches d'un avion en l'air. Si je pilote plus, je tombe. Donc en foil, on est obligé de gérer l'assiette longitudinale, l'assiette latérale. Et c'est du pilotage sans fin. Et c'est ce qui fait la richesse de ce support. Et c'est pour ça que c'est vraiment addictif. On est obligé d'être 100% actif tout le temps. On ne peut pas se relâcher. Donc l'aile avant, à partir du moment où ça monte sur l'eau, il faut un stabilisateur. Et le stabilisateur, c'est l'aile arrière qui a un profil inversé par rapport à l'aile avant. Et c'est l'équilibre de ces deux ailes qui permet de se diriger et de piloter le foil. Non, mais je pense que ce qu'il faut pas... Ce qui s'en rapproche le plus à mes yeux de ce que je connais, c'est la sensation de surf des neiges dans la poudreuse, dans la vraie poudreuse, très légère, puisqu'on a vraiment l'impression de flotter, d'être en apesanteur. Et ce qui est le plus marquant pour moi en tant que pratiquant, comme pour les clients qui en ont essayé, c'est l'absence de bruit une fois qu'on décolle. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire, puisqu'on change de dimension. Et puis surtout, on n'a plus de bruit, ce qui est un facteur important quand on navigue d'habitude, lié à la vitesse et au frottement sur l'eau. Avant, c'est j'allais naviguer ou j'allais glisser. Maintenant, c'est je vais foiler ou je vais voler. Voilà, la question, c'est est-ce que tu as volé aujourd'hui, plus que est-ce que tu as navigué.
Donc effectivement, oui, c'est une pratique qui est amenée à se développer, aussi bien au niveau de la planche à voile que des autres supports nautiques. L'école de voile de Quiberon. Un nid pour les skippers de demain. En ce jour de janvier, ils sont 6 à espérer prendre leur envol. Une dizaine de sélectionnés parmi plus de 150 pour un programme spécifique à la navigation sur foil. Ouais, direct dans la salle pour pas vous refroidir les gars. Venus de tous les horizons, ils vont suivre une formation pendant 1 an. On va redémarrer. Il y en a 2 qui vont sur la slack. Et puis les autres, vous prenez, on est en bananassi avec les aquaïdes. Qui n'a pas fait la slack encore? Le premier stage était difficile, donc fin décembre, mais après on a un âge où on peut rapidement s'adapter et il faut vivre avec son temps, donc voilà, les foils maintenant c'est incontournable, ça faisait partie du cursus ASSU. Vous allez poser votre aquaïde à droite, sans compenser avec vos pieds. Voilà, vous revenez au milieu, doucement, vous allez poser votre aquaïde à gauche. Moi, mon rêve depuis tout petit, c'est la Coupe d'Amérique notamment, devenir marin professionnel et aujourd'hui, je pense que, pour moi, la voie à suivre, c'est ces bateaux volants, les multicoques, les bateaux rapides, quoi. La vitesse comme ADN. À moins de 23 ans, ils ont déjà un début de palmarès sur des supports très différents. Une centaine de jours de navigation, de la préparation mentale et physique et surtout le goût du sacrifice sont au programme de l'année. C'est dur. Ouais, c'est dur. Hop, à droite. Une semaine par mois, ils viennent ici apprendre le métier. À droite. On est entièrement pris en charge. Sur le NV, on paye aucun hébergement, etc. Donc ça c'est top. Après à côté de ça, non, on n'est pas professionnel, on est amateur, on n'a pas de salaire. On se débrouille comme on peut à 20 ans, mais on ne peut pas refuser une opportunité pareille. Chaque matin, chaque soir, l'activité physique indissociable du monde professionnel rythme la journée sous l'œil de Franck, un ancien véliplanchiste. Avant, on avait affaire à des marins, des aventuriers, il y a 30 ans. La bascule, en tout cas en voile olympique, ce serait 92, avec l'introduction du pumping en planche à voile, où là, la voile olympique bascule dans des contraintes physiques très importantes, avec les autres séries qui suivent, augmentation du nombre de manches, diminution de la taille des manches, augmentation du rythme. Et aujourd'hui, quels que soient les bateaux, que ce soit le Vendée Globe, les Maxi Multi, ou la voile légère, avec ou sans foil, il n'y a plus un pratiquant qui envisage de faire ça sans préparation physique. Ça n'existe plus. Sous votre nez. Vous êtes en araignée, vous avez l'aquaïde juste sous votre nez. En proposant cette formation pour foilers, l'école de voile de Quiberon a choisi la voie de l'innovation. Un centre inédit en France qui fédère les énergies. La fédération Team France, Big Sport et le département du Morbihan ont regroupé leur savoir-faire. On est en bananassi, les garçons. Ce n'est que le début du chemin, il reste beaucoup de choses à découvrir. Les bateaux là sont innovants en termes d'équilibre, de vitesse, d'accélération, de freinage. Donc on essaye dans chaque séance, j'essaye de reproduire les efforts qu'ils vont avoir à faire sur les bateaux. Donc à la fois on mixe du cardio, de la force, de la souplesse et surtout beaucoup d'équilibre et de proprioception, quoi. Là, par exemple, on a des outils pour faire de la musculation légère, mais les poids, c'est de l'eau, et de l'eau en déplacement. Donc ça les met systématiquement en déséquilibre, donc ils compensent, ils régulent. Pareil pour la slackline, qui est un outil d'équilibriste, qui va leur faire travailler, je pense, parce pour l'instant, il n'y a rien de sûr, ce qu'ils vont avoir à travailler sur le bateau, puisque sur les foils, l'assiette, la régulation de l'assiette du bateau est très importante. Donc les tout petits déplacements des sportifs vont être, à mon sens, très importants. Pour moi, ça n'a pas été compliqué à monter. Il a suffi de s'entendre pour se répartir un petit peu les tâches, l'investissement, la conduite du projet, l'encadrement, le pilotage, la détection, et on s'est entendu à plusieurs. Mais pour nous, c'était une évidence et je crois pouvoir dire que c'est un projet qui, pour l'instant, se pilote assez facilement parce que nous avons affaire aussi à des passionnés et parce que c'est donner un avenir aux jeunes et ça, je crois que tout le monde s'en préoccupe.
Sur Quiberon, le vent s'est levé, promesse d'une nouvelle vague. Trop d'air sur le plan d'eau. Pour le moment, la relève peaufine ses acquis sur les bancs de l'école. Elle fait face aux interrogations qui accompagnent la découverte du Flying Phantom, un catamaran volant. J'ai mis une prélongueur des étés, parce qu'on avait quelque chose qui était à peu près calé, je les ai mesurés, donc au moins on a une position. Là on est en train de regarder au niveau des foils et des safrans les angles les plus propices au vol pour aller plus vite en fait. Donc là on a mesuré les bateaux et on est en train de comparer les différentes mesures qu'on a fait pour essayer de trouver un juste milieu pour aller le plus vite possible. Mais avec moins 0,4 quoi. En fait, c'est un peu le safran qui va déterminer l'assiette du bateau, l'assiette longée. C'est ce qui est fait par exemple sur les... Notre génération, si on commence à apprendre à naviguer en étant les plus jeunes possibles sur ces bateaux-là, à s'habituer à ces bateaux-là, on aura sûrement des places sur des plus gros bateaux ensuite. On aura déjà toute cette connaissance qu'on sera né avec, un peu comme l'ordinateur ou des jeunes qui naissent maintenant connaissent tout d'un ordinateur, et je pense que ça va être c'est le tournant de la voile qui va attraper, et plus on aura des formations comme on a là maintenant avec ce projet-là, meilleur on sera plus tard. Avec ce système de sélection, tout ça, on met un pied dans le monde professionnel de la voile, tout ça, toutes ces nouvelles technologies, les foils, les safrans avec les T comme ça, tout ça c'est tout nouveau, du coup c'est tout à réapprendre, et du coup c'est vraiment... Pourquoi est-ce que j'arrive pas? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bateau sur lequel il y a énormément de réglages. Ça tourne plus là. Il y a énormément de réglages, et donc il faut savoir jouer avec tous les réglages ensemble pour que ça soit le plus harmonieux possible. J'arrête pas. Non, ça sert à rien, la patte d'eau est molle. Ouais, c'est le tir. Ça reste quand même des bateaux compliqués à gérer, et faut pas mettre dans les mains de tout le monde. Un peu comme un avion, quoi. C'est leur deuxième semaine. Donc les premières naves, on les a faites plutôt sur de la mer plate avec 12-15 nœuds de vent maxi. Et là, on est avec une mer assez formée et entre 20 et peut-être 25 nœuds d'annoncés, quoi. Donc je pense qu'on va aller vérifier s'ils sont arrivés, mais si le vent il est déjà un peu trop monté, on ne pourra pas sortir. Les bateaux volants, là, c'est pas tout à fait pareil que les autres, donc ça va beaucoup plus vite, ça crée son propre vent. Donc du coup, on est vite dans des vents assez forts en navigation, et puis on n'a pas encore une expérience fabuleuse de tout ça, et là, il y a quand même un peu de vagues et un peu de vent d'annoncé, quoi. Bon, en vent, ça va encore, mais c'est l'état de la mer qui est un petit peu déjà formé, ok? Donc on peut faire un essai avec un bateau. Et vous allez vite vous faire mal, ok? Donc on rentre en faisant attention. Quand tu tombes, tu te fais beaucoup plus mal. Quand tu tapes les choses, voilà, on est à des vitesses vite à 20-25 nœuds, donc presque 50 km/h, quoi, entre 45 et 50. Donc tu as une traumatologie qui n'est pas la même que quand tu tombes à 20 km/h.
Non seulement ils sont addicts à la vitesse, hein, c'est des sensations de vitesse qu'ils n'avaient pas sur des bateaux archimédiens. Donc pour eux, c'est accéder à la Formule 1 en réalité. Et puis avoir comme moteur Franck Camas, c'est l'idée d'aller pouvoir naviguer sur la coupe. Bien sûr, tous ces jeunes ne rêvent que de ça. Donc ils sont dans l'addiction et le rêve, si je puis dire ça comme ça. L'objectif de ces jeunes est la Youth Cup, avant de voir plus grand, comme ce matin d'hiver dans la Sailing Valley. Après son grave accident lors d'une session d'entraînement sur un bateau volant, le parrain de la filière foil est venu superviser la mise à l'eau de sa nouvelle monture. Avec elle, Franck Camas rêve de voler vers les guiers d'argent, le plus vieux trophée au monde. Les bateaux archimédiens existeront toujours, ne serait-ce que pour le plaisir d'une régate dominicale. Mais c'est dans sa nature, l'homme a besoin de défis pour avancer. Aller plus vite, plus haut, les marins d'aujourd'hui préparent ceux de demain. Ils sont à l'orée de réaliser un rêve vieux comme le monde, voler, mais sur l'eau.